Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière émission de l'année 2025 et aujourd'hui on s'enflamme pour Sébastien Patrice. On me dit que je brille. Ça va Sébastien? Pourtant, je suis Ça dans va le bien? moment. Bah super. Il faut encore que je Accueilli sur du Joule, que je Ça, garde c'est dans magnifique, l'ombre. ça. le Marseillais. Faut pas rêver mieux. Ah ouais, Joule c'est le top du top pour toi? Ça dépend, il y a beaucoup de types de musique que je kiffe, mais ouais, en tant que Ok. Marseillais, Jul, c'est Supérieur à SCH? différent. C'est très différent, mais je kiffe les deux. C'est dans les playlists forts. Bon, bah ça me fait plaisir de t'avoir dans ce canapé pour la dernière émission de 2025. Je te présente rapidement, Sébastien, tu as 25 ans, tu pratiques l'escrime, en particulier le sabre. Tu es champion d'Europe par équipe et médaillé de bronze en individuel en 2023 et évidemment médaillé de bronze par équipe aux Jeux de Paris 2024. C'est un bon petit palmarès là, que tu es en train de nous faire déjà. À seulement 25 ans, c'est pas mal. Ouais, c'est cool, mais on espère quand même beaucoup plus. On a des médailles encore qu'on cherche à atteindre. Ouais. Et qui étofferait bien plus le palmarès que ce qu'il est déjà. Donc ouais, c'est cool, mais on a envie de beaucoup plus. Bon, on va poser le décor pour perdre personne en chemin. L'escrime, donc il y a 3 armes, l'épée, le sabre et le fleuret. Toi, tu pratiques le sabre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà les différences entre les 3 armes, les spécificités de chacune? Alors pour le faire de manière très brève, à l'escrime, tu as 3 armes, comme tu l'as dit, fleuret, épée, sabre. Le sabre et le fleuret sont des armes de convention. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, les 2 adversaires se touchent. Qui a le point? Celui qui avait la priorité. Comment faire pour avoir la priorité? Vulgairement, tu dois te mettre en situation d'attaque. Soit tu démarres avant ton adversaire et tu te mets en situation d'attaque avant lui, c'est-à-dire que tu avances sur lui. Soit tu esquives son attaque, soit tu la pars. Donc ça, c'est vrai pour le sabre et le fleuret. Après, c'est des armes qui sont visuellement différentes. Au sabre, c'est l'arme des pirates, en gros, et c'était l'arme des cavaliers. Ouais. Donc tu as le droit de toucher avec le tranchant et la pointe de la lame. Au fleuret, tu touches qu'avec la pointe. Et c'est l'arme des mousquetaires. Et au sabre, tu touches tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Et au fleuret, tu touches uniquement le buste. Et l'épée, c'est freestyle. L'épée, c'est les deux, ils se touchent, les deux allument leur lampe, les deux ont le point. Et il n'y a pas de D'accord. convention. Ok, ouais, le mec est bon quand même. Là, c'est hyper clair, tout est On parfait. a essayé. Voilà, magnifique. On va parler de ton actualité récente, Sébastien. Début décembre, le Grand Prix de sabre d'Orléans, diffusé d'ailleurs sur Sport en France. On voit les images, tu as été éliminé en demi-finale. Tu prends une médaille de bronze. 3 éditions, 3 demi-finales, 3 médailles de bronze. Alors comment tu vois la chose? Est-ce que c'est beaucoup de positif d'à chaque fois décrocher une médaille ou est-ce qu'il y a une pointe de frustration d'à chaque fois de faire sortir en demi et de passer à côté de peut-être des médailles encore plus belles? Alors, tu veux la version du sportif ou la version de la personne qui va être bien plus objective? Je veux la version du sportif. Alors, la version du sportif, je suis déçu. Ouais. Je suis déçu parce que tu te dis, ça fait 3 fois que je vais en demi-finale, que je me hisse en demi-finale du Grand Prix d'Orléans, et franchement, c'est pas une tâche facile. Et ça fait 3 fois que je vois quelqu'un soulever le trophée à côté de moi, tu vois, quand tu es sur le podium et que ça fait 3 fois que tu vois un mec différent soulever le trophée. Bon, il y a une fois où c'était mon frère, mais même en tant que sportif, t'es un peu déçu. On voit que tu fais un peu la gueule sur le podium. Un Ouais, petit peu. là, j'étais quand même pas mal déçu. Et puis surtout que je perds sur quelqu'un qui, sur le papier, est moins bon que moi. Ouais. Après, tu vois, c'est la philosophie qui m'a fait me hisser à ce niveau-là. Le mec a 2 bras, 2 jambes en face de moi. Il y a 0-0. Il a autant de chances au début du match de me battre que ce que j'ai et vice-versa. Donc, déçu. Mais après, ça fait 3 années d'affilée que tu es médaillé de bronze. Je pense je suis le seul Français à avoir fait ça. Il n'y a aucune Française non plus au SAP qui a fait ça. Ouais, Tu vois, je suis content. bah bien sûr. Mais pas satisfait. Ouais, et puis on a tendance à dire, ce qui est vrai, que la régularité, c'est un marqueur clé du haut niveau. Donc Bien déjà, sûr, tu bien vois, sûr, bien sûr, bien sûr. de réussir à faire ça. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et puis, ça montre aussi, tu vois, qu'il y a une progression parce que si tu stagnes, si tu as toujours le même niveau, tu vas pas faire 3 fois 3e d'affilée. Ouais. Les mecs vont te passer devant. Stagner, c'est régresser dans le sport de haut niveau. Bien sûr. Donc, si tu arrives à te hisser 3 fois d'affilée en demi-finale de Grand Prix, ce qui est, comme je te l'ai dit, l'équivalent des grands chelems au tennis, c'est que tu as une certaine régularité, une certaine constance dans ton sport. Ouais. Donc là, les images, c'est la demi-finale contre l'Allemand, Frédéric Kindler, classé 28e mondial. Tu mènes quasiment tout le match, et puis finalement, tu t'inclines de très peu, 15-13. Comment tu l'expliques, Sébastien? Qu'est-ce qui t'a manqué finalement pour fermer le sac, pour conclure? Je vais te dire qu'il m'a manqué. Alors, il y a eu une grosse coupure entre les quarts de finale et les demi-finales. Ouais. Parce que du tableau de 64 jusqu'au quart de finale, ça se passe au Palais des Sports d'Orléans. Et puis, dès que tu as fini ton quart de finale, tu passes au Zénith. Et là, je crois qu'on a eu
bien 4 heures, tu vois, entre les deux. Et donc, je pense que déjà, j'ai mal géré ça. Alors, tu vas me dire, tu aurais dû avoir l'habitude, mais la vérité, c'est que j'ai mal géré ça. Ça veut dire quoi, j'ai mal géré? T'as fait quoi? Enfin, qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors, il y avait ma famille. Je pense que je suis un petit peu sorti en plaisantant. Je suis un petit peu sorti de mon mode guerrier. J'avais plus cette adrénaline qui m'a fait être super rigoureux sur tout le début de la compétition. Et puis après, quand j'arrive là-bas au Zénith, je commence à me réchauffer, tout ça. Je commence à faire un début de match qui n'est pas mauvais. L'arbitre, il ne me donne pas une touche qui est une touche forte pour moi. Et je pense que j'ai eu un petit peu un manque de lucidité, un peu de mal à m'adapter, tu vois, sur ça. Et je manque, je crois, 5 attaques sur la demi-finale. Alors le mec est bon, mais c'est moi qui manque ces trucs-là alors que je ne devrais pas. On a fait les stats avec mon entraîneur parce qu'on aime beaucoup les datas. Je suis à 91% de réussite en attaque jusqu'à la demi-finale. Et à la demi-finale, je manque le point fort qui m'a hissé en demi-finale toute la journée. C'est ce qui me fait plus ou moins perdre le match. Donc, mais c'est la vie, c'est le sport de haut niveau. Toi, tu es plutôt du genre à regarder tout de suite tes assauts, même quand ça s'est mal passé, à visualiser la vidéo, ou alors plutôt à dire non, moi ça, je suis dégoûté, je ne veux pas le revoir. Ça dépend. J'ai eu différentes périodes. J'ai eu différentes périodes où j'étais vraiment, je venais de perdre le match et je voulais d'entrée le regarder pour voir ce qui s'était passé et ce qui avait fonctionné et surtout pas fonctionné. Mais je pense que c'est une idiotie parce que quand tu perds un match, tu as souvent un manque de lucidité et même, tu vois, si tu n'es pas énervé, tu as quand même une certaine frustration qui est induite par le fait que tu sois sportif de haut niveau et compétiteur. Et puis du coup, tu as du mal à avoir de l'objectivité sur ce qui s'est passé. Donc en règle générale, je suis déçu, frustré, énervé, mais je ne le montre pas, tu vois, je le garde un petit peu sur moi. Voilà, par contre, tu vois, j'étais bien énervé. Oui. Je suis sorti du Zénith et j'ai bien, Et ça, bien ça, exprimé ça ma rend colère. quoi, hein, Sébastien Patrice énervé? Enfin, qu'est-ce que tu te parles à toi-même? Non, rien de bien. Ça rend exactement la même chose que si tu es énervé, que si quelqu'un est énervé, c'est rien de bien et tu le regrettes après et tu te dis que ça, de toute manière, ça va pas te faire revenir sur la piste et gagner le match. Ouais. On va revoir un peu des images là, parce que moi je me suis régalé quand même, tu as un style bien particulier. J'aimerais justement que tu me parles un peu, que tu m'expliques ce qu'est la patte Patrice, j'ai envie de dire. C'est bien trouvé ça, patte Patrice. Ça, c'était la patte pas Patrice. mal. Ça. Allez, explique-moi. J'ai une manière de faire de l'escrime qui est très atypique. Je vais t'introduire vraiment comment j'ai commencé l'escrime pour que tu comprennes pourquoi j'escrime comme ça. J'ai commencé l'escrime par l'intermédiaire de mon frère. C'est lui qui a 3 ans de plus que moi et qui a commencé l'escrime. Et étant très famille, avec mon père, on allait le voir à l'époque, c'était à l'échelle départementale, régionale, les compétitions. Et on allait le voir quasiment toutes les 3 semaines, tous les mois. Et je me suis pris de sympathie avec son entraîneur qui m'a dit viens faire une initiation. J'ai dit non, l'escrime c'est un sport pour filles. Vous êtes habillé en blanc, qu'est-ce que je vais foutre à travers ça? Il m'a dit tu sais quoi, je pense que c'est toi qui as peur des sabres. J'ai dit je te prends. Ah ouais, il t'a piqué. Il m'a piqué, okay. Il m'a dit du coup j'y suis allé et j'ai fait ma première fois sur une compétition d'escrime. C'était un circuit départemental à l'époque. Et il m'a expliqué les règles de base. Ce que je t'ai expliqué. Ok. Tu tapes ce qui est au-dessus de la ceinture avec la pointe et le tranchant. Et tu dois pas croiser les pieds. Ah ouais, c'est comme si moi là tu me foutais sur une compète, tu viens et tu le fais au feeling. Okay. Et en fait, du coup, il m'a dit mais pour ça il faut que tu avances. Mais je sais pas comment avancer. Mais il faut pas croiser les jambes. Qu'est-ce que toi il te viendra à l'esprit en premier? Ah ouais. Du coup, j'ai sauté et ça a déstabilisé mes adversaires. J'ai gagné la compétition. Incroyable. Après voilà, tu vois, c'est rien d'extraordinaire. On était petits, tu vois. J'ai gagné la compétition et en fait, j'ai toujours fait ça au feeling. Et je l'ai perfectionné avec le temps et du coup c'est ce qu'on a appelé je crois pendant les Jeux Olympiques la technique du kangourou, de l'oiseau. Toi tu l'appelles comment toi? Je l'appelle pas. Tu l'appelles ou non? Je l'appelle pas. Je l'appelle pas du tout. C'est vraiment un truc au feeling. Je sais que ça déstabilise mes adversaires. Je sais que c'est très atypique et je l'ai perfectionné. Je dois encore bien le perfectionner parce que tu vois, je t'ai dit, j'ai manqué 5 attaques ou 5 ou 6 attaques sur la demi-finale. Donc ça montre bien que c'est pas encore parfait. Mais c'est la patte Patrice comme tu dis. Ouais. C'est quoi le plus dur à maîtriser dans cette technique de l'oiseau, du kangourou? Alors ça, mes adversaires, du coup, ils vont devoir le traduire, ça va être bien pour eux. Mais en gros, quand tu sautes, tu n'as plus d'appui sur la piste. Et du coup, en fait, tu es beaucoup en réaction
sur ce que le mec doit faire. Ouais. Et en fait, si le mec, il essaie de te toucher avant que tu le touches, et du coup, on appelle ça une contre-attaque, parce que c'est une action contre-offensive. Et ben, en gros, le mec, il ne faut pas qu'il allume sa lampe tout seul. Donc, s'il essaie de te faire la contre-attaque, tu dois finir en même temps. Pour qu'il y ait les deux lampes, c'est toi qui as la priorité, comme je te l'ai expliqué. Les deux se sont touchés, tu as la priorité, tu as marqué le point. Et du coup, ben, en fait, c'est très tight, parce que si le mec te fait une feinte et que toi, tu donnes ton coup, bah, du coup, tu perds la priorité, le mec l'a esquivé. En fait, tu es en réaction à plein de choses. Tu es dans les airs et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il faut réussir à déstabiliser l'adversaire en lui faisant perdre l'équilibre, trouver la bonne distance, trouver le bon moment. Et tu vois, c'est les 3 golden rules de l'attaque, la perte d'équilibre pour l'autre, la bonne distance pour que tu puisses faire ton attaque et le moment où le mec va s'y attendre le moins. Mais avec ce type de... Tu n'as pas beaucoup d'appui au sol. Bien sûr. Tu es beaucoup en l'air. Donc, tu es beaucoup dans la réaction. Et la première fois que tu as fait cette technique-là, quand tu étais jeune, le coach, il dit quoi? Il dit, mais il me fait quoi, lui? Qu'est-ce qu'il est en train de me... Mais le coach, il me dit rien parce que je crois que c'était... je ne sais même pas si c'était pas mon frère ou mon père à ce moment-là qui m'avait coaché. Mais il n'y a pas des gens qui ont essayé de te persuader que non, il ne fallait pas faire ça. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais tu sais, j'ai connu, je pense, 17 coachs depuis que j'ai commencé l'escrime. Et tu te doutes bien que 17 coachs, il y a pas 17 écoles différentes, mais il y en a pas mal. Et donc, en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit non, il faut pas que tu fasses ça. D'autres qui m'ont dit alors fais que ça. Et d'autres qui m'ont dit, comme mon coach actuel, c'est une arme extraordinaire, mais il faut que tu saches faire autre chose si ça ne marche pas. Ouais. Du coup, j'ai développé d'autres manières d'attaquer qui sont très performantes aussi, mais voilà, il y a plusieurs écoles d'escrime qui me disent ne le fais pas, fais-le. Ouais. L'école actuelle avec laquelle je m'entraîne, je pense que c'est la meilleure. La petite question rituelle dans l'émission, Sébastien, que je pose à tous les invités qui prennent place dans ce canapé. La dernière fois que tu t'es enflammé, alors sur la piste d'escrime, j'ai compris que tu t'enflammais, mais en dehors. Qu'est-ce que tu veux dire par s'enflammer? Ah, je te laisse après. Écoute, moi j'ai le sang chaud. Moi je suis Marseillais, j'ai le sang chaud, donc déjà conduire à Paris, tu t'enflammes pas mal. Non, mais je sais pas, je te dirais. T'as klaxonné là en venant, là, un petit peu? Ouais, un petit peu. Ouais. J'ai un petit peu klaxonné. Les poings ils fusent, mais non, mais je te dirais, je m'enflamme. Tu vois, quand ma copine est en compétition. Ouais. Quand mon frère tire, quand ma sœur tire, okay. Je suis beaucoup plus stressé que si c'était moi qui tirais. Ça n'a rien à voir. Je vais t'expliquer pourquoi en 2 mots. Je suis acteur de ma performance quand moi je tire. Je suis spectateur de leur performance quand c'est eux qui tirent. Je ne peux rien faire. Ouais, mais tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que toi, en plus, qui aime bien le MMA, on en reparlera un petit peu dans cette émission. Donc, moi, je présente une émission de MMA. On a eu Boris Mbarga à Tangana, qui est le coéquipier de Patrick Abirora. Ouais. Il m'expliquait exactement pareil que toi, qu'il est beaucoup plus stressé quand son coïquipier, qu'il est très proche, Patrick, combat, que quand lui se trouve dans la cage. Bien sûr, mais ça prend tout son sens. Tu peux pas contrôler. Il n'y a rien que tu puisses contrôler quand c'est un mec qui est en face de toi et qui est en train de réciter quelque chose. Tu peux pas contrôler. Et du coup, en fait, tu peux juste espérer que tout va bien se passer, espérer que la personne que tu es en train de regarder va suivre son game plan, va faire ce qui marche et qu'il va pas y avoir de faits de jeu qui vont la perturber. Mais tu ne peux rien faire. Tu peux même pas. Sauf si je suis en train de coacher, mais ça n'arrive jamais parce que du coup ma copine ou mon frère ils font de la compétition en même temps que moi et ma petite sœur quand elle est sur les événements juniors, moi j'y suis pas, je suis à l'autre bout du monde. Et tu peux juste espérer, tu peux même pas donner de conseils parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop de bruit, donc en fait tu te dis juste, et puis quand tu vois que c'est serré ouais, c'est vrai que ça doit être compliqué à gérer tout ça. Ah ouais, je me mets à la place de mes parents. Ah bah ouais. Bon, il doit y avoir beaucoup de fierté, mais ça doit être en termes d'émotion. Énormément de fierté. Tu vois, nous on a la chance avec mon frère et ma sœur que nos parents puissent nous suivre à quasi toutes les coupes du monde. C'est des passionnés de la réussite de leurs enfants. Et tu le vois quand ils sont dans les tribunes. Tu vois mon père, il est comme ça. Comme ça, et puis il bouge, et ma mère, elle ne bronche pas, mais elle est stoïque. Tu as l'impression que c'est une statue. Et mon père à côté, il bouge comme ça, il n'arrête pas. Et donc ça, tu vois, c'est doit être énorme. On va continuer à en parler dans cette émission. Bon, toi, j'ai compris que tu étais déjà un peu enflammé avec les bouchons dans Paris. Moi, pas encore assez, donc je te propose qu'on continue à s'enflammer ensemble. Allez, on y va. Allez, on va allumer le feu, c'est parti.
Bon, tu as un peu parlé du coup, Sébastien, de comment tu avais commencé l'escrime et le sabre en particulier. Ça t'a jamais tenté de tenter le fleuret, l'épée? Une fois que tu es parti dans le sabre, après c'est que ça tout de suite? Non, ouais, après, encore une fois, tu sais, en toute franchise, j'ai commencé l'escrime, je savais même pas qu'il y avait d'autres armes. Ah ouais, ouais. Tu faisais savais du pas. foot toi, hein, c'est ça Je avant? faisais du foot, ouais. T'étais bon ou... Ligament croisé. Ah, bah, tu connais, bien sûr. Non, je faisais du foot, j'étais bon, je savais taper dans un ballon, Ouais. rien d'exceptionnel, tu vois. Je faisais du foot dans un club de quartier avec mes collègues. Et puis, j'aimais. En fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai basculé sur l'escrime, c'est parce que j'ai beaucoup kiffé cette notion de sport individuel. Ouais. Tu sais, je vais te dire un truc, tu joues le week-end avec tes collègues, tu joues un football du feu de Dieu, Ah, mais tes collègues, ben, ils n'y sont pas parce que ça arrive, tu perds le match. te Alors comprends. que toi, tu as bien fait. Et à contrario, tu vas faire un match de merde, Ah mais... tes collègues, ils vont faire un truc de fou furieux, tu vas manquer, tu vas pas prendre la balle à l'attaquant, parce que moi j'étais défenseur Ouais. gauche, le mec il va marquer, tu as perdu, et les mecs ils sont frustrés. Et Alors qu'en sport individuel, c'est toi. c'est toi C'est et que toi-même. toi, mais je suis Enfin, total- et merci, dans les grandes lignes. merci, parce que tu vois, exactement c'est pareil. toi et toi-même. Alors évidemment, tu as tout un staff qui Ouais. est avec toi, mais c'est toi et toi-même sur la piste. C'est toi et toi-même dans la cage, dans l'octogone. C'est toi et toi-même sur le tatami en judo. Tu vois. Alors bien évidemment, tu as toute une tactique autour qui a été générée avec ton staff technique, mais la vérité, c'est que le jour J, Ouais. si toi, désolé l'expression, mais tu chies dans la colle, Bien sûr, tu y peux a- t'en prendre qu'à y a- toi-même y a- et c'est voilà. c'est tout. Ouais, ouais, ouais. exactement. Et c'est pour ça, moi, j'ai kiffé ça, tu vois. Moi, j'aimerais parler d'un moment marquant pour toi, c'est l'arrivée à l'INSEP. Parce que je me dis, donc, le Marseillais, le Vieux-Port, le Vélodrome, tout ce qui est plus beau à Marseille, qui arrive à Paris, bon, avec ton frère, mais qui arrive à Paris, donc, les bouchons, le métro, tous les trucs un peu relous. L'arrivée à l'INSEP, comment ça s'est déroulé L'arrivée à pour vous? l'INSEP, tu sais, j'ai toujours marché, et c'est très important de le dire, j'ai toujours marché dans les traces de mon frère Ouais. jusqu'à ce que j'arrive à l'INSEP. Même, on m'appelait le petit Patrice. D'accord, ouais. Un peu dans l'ombre, quoi, de Dans ton l'ombre, frère? mais Ouais. attention, hein, tu sais, c'est comme si je vais te dire, je sais pas, Mbappé, à un moment donné, on le Oui. considérait comme le futur Zizou. Ça fait kiffer quand C'est même. pas T'es mal. dans l'ombre de Zizou. Oui, ça va. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais. Donc moi, j'étais dans l'ombre de mon frère. Pour moi, mon frère, c'était une rockstar, tu vois. Il performait dans les catégories jeunes, cadets, juniors. C'était un monstre. Et moi, c'était un plaisir. Je m'en foutais qu'on m'appelle Sébastien Patrice. Que le petit Patrice qui m'associe à mon frère, c'était un kiff. Ouais. Et du coup, j'ai suivi le même parcours que ce qu'il a suivi. Donc, je me suis entraîné à Gemnos, une petite ville à côté de Marseille. Je suis parti au Pôle France Relève, qui était situé à Tarbes, dans le sud-ouest de la France, quand j'avais 15 ans à peu près. J'ai fait 2 ans là-bas et j'ai excellé sur ma dernière année, où je ramène une médaille de vice-champion d'Europe junior, une médaille de vice-champion du monde junior en individuel, et on est champion d'Europe par équipe. Ça a été, je te coupe, et ça a été le déclic où à partir de ce moment-là, tu t'es dit, ok, là, je peux viser très haut, je peux faire carrière. là-dedans. Ouais. C'est vraiment à ce moment-là qu'il y a le déclic. C'est à ce moment-là où tu te dis, bah, j'ai fait mon premier podium en événement international, tu te dis, il peut se passer quelque chose. Et puis surtout, il faut bien que tu comprennes que moi, l'année d'avant, j'étais en cadet, et la catégorie au-dessus, c'est la catégorie junior, et mon frère était dans la catégorie junior. Ouais. Dernière année de junior, mais tu vois, toujours junior. Et pour moi, mais je suis très franc, je savais qu'il y avait la catégorie senior, mais pour moi, c'était les vieux, ces mecs-là. Je n'imaginais même pas. Pour moi, le top niveau de la discipline, c'était là où mon frère était. Ouais, les juniors. Et je passe junior et je fais des médailles en junior. Junior première année. Tu vois, bon, outsider, tout ce que tu veux, mais je me dis, bah là ça y est, là on peut parler. Bon, après, la vérité, c'est que du coup, l'année d'après, j'arrive à l'INSEP et je m'entraîne avec des mecs qui ont fait les Jeux Olympiques, des championnats du monde, des médailles en veux-tu, en voilà dans les événements internationaux, Bolade Apiti, Bah oui. Vincent Anstedt, qui est mon entraîneur actuel. Tu te mets en garde, tu passes de Tarbes, où c'est toi qui bottais le cul à tes collègues d'entraînement, et là, tu te mets en face de ces mecs-là, ils te fracassent. Comment ça se passe pour toi, ça? L'ego du sportif qui est encore en développement, mais l'ego du Tu as futur deux champion. écoles. Tu as 2 écoles. Tu as les mecs qui vont du coup essayer de tirer sur les mecs qui sont dans l'entre-deux du groupe, qui ne sont pas les champions, mais qui ne sont pas les plus nuls, pour justement, tu viens à peine d'arriver, puis tu as un écarnage. Les mecs, ils avaient bien sûr. 20 ans de plus que toi, tu vois. Ça pourrait être ton père, le mec. Moi, non. Moi, non. J'ai dit, je vais me faire défoncer, mais tu sais quoi, il m'a défoncé cette fois-ci. Mais la fois d'après, je vais essayer de le. Ah ouais, et je je vois. gueulais, et j'étais pas le seul, tu vois. J'avais Maxime Pianfetti, qui est mon camarade en équipe de France. J'avais Elliot Bibi, on est rentrés tous les trois, tu vois. On était tous les trois dans les équipes de France junior.
Et on avait cette volonté de se mesurer et d'avoir peur de rien ni personne. Et du coup, je pense que j'avais cette insouciance et cette inconscience de me dire ça va pas mal se passer de toute manière, je suis là pour ça va pas me tuer. Et ça a été bien vu tout de suite par les cadres un peu de l'INSEP, tu vois, quand ils voient arriver les petits jeunes avec les dents qui rayent le parquet, qui veulent tout défoncer. Je pense que ça a été bien vu, oui, parce que c'est toujours, tu vois, une bonne chose, c'est un point positif de voir que les mecs sont insouciants et qu'ils n'ont pas peur. Bien Parce sûr. que du coup, en fait, on s'autorisait rien. Tu m'aurais mis devant le champion olympique à ce moment-là, j'en avais rien à Tu cirer. dirais que maintenant, tu es un peu plus là dans la réflexion qu'à cette époque-là? Du coup, je l'ai été à un moment donné de ma carrière. Je suis plus aujourd'hui dans de la réflexion, oui, mais je sous-estime rien et je ne surestime rien. Tu vois, j'ai réussi avec l'expérience à trouver un juste milieu sur certaines choses, tu vois. Mais pour autant, c'est vrai qu'à certains moments, comme tu vois, je perds en demi-finale, Ouais. j'ai quand même toujours un manque de lucidité parce que j'ai que 25 ans. Bien sûr, mais c'est vrai Tu vois, qu'il il y faut a le des rappeler. mecs qui ont fait mon entraîneur actuel, Vincent Stett, lui a fait médaille au championnat du monde. Il avait 35 ans passés. Tu vois, c'est 10 ans après. Ouais. Euh, mais on essaie. Tu te situes, c'est marrant, j'ai posé la même question à un combattant de MMA, mais je vais avoir ta réponse là-dessus. Actuellement, là, à 25 ans, tu te situes à combien de pourcents de ton potentiel maximum? Je ne sais pas si tu pourras me répondre à ça, si tu en as conscience déjà, mais tu penses être à combien? Je vais être très franc, j'en ai aucune idée. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ce qui a fait ma force quand j'ai commencé, quand je suis rentré à l'INSEP, mon insouciance et la peur de rien, de rien m'interdire, de tout m'autoriser, c'est ce qui me motive et m'alimente aujourd'hui. D'accord. Euh, Toi-même, tu sais pas, en J'ai fait. vu Tu sais les pas jusqu'où progrès. tu peux aller. Je vais te dire quelque chose ça relève, tu vas dire, du miracle, mais mon frère, l'année avant les Jeux Olympiques, il n'est pas qualifié aux Jeux Olympiques en individuel. Il est remplaçant. Donc il rentre sur la petite finale, il est médaillé de bronze comme nous, mais il démarre la saison post-olympique, je ne sais même pas, peut-être vers les 50e mondiaux, j'en ai aucune idée. Mais dans ces eaux-là, à la fin de l'année, il finit numéro 1 mondial. Ouais, c'est ouf. Donc, franchement, Le saut que tu peux faire d'une année sur l'autre, attention, c'est pas sorti du chapeau. Le Évidemment. mec, moi, ça m'a jamais étonné parce que je le savais qu'il s'entraînait avec moi. Et il s'entraînait dur comme fer. Donc quand il a eu ses résultats, c'était des résultats qui étaient mérités. Il n'y a personne qui lui a amené sur un plateau en disant tiens Coco, tu vas faire numéro 1 mondial à la fin de l'année, et vice-champion du monde, et médaillé de bronze au championnat d'Europe. C'est le mec qui a généré son truc, mais la marge de progression, je pense que tu te fixes aucune limite. Quand mon Vincent Stett fait médaille de bronze au championnat du monde à, je ne sais même pas, peut-être 37 ans, je ne sais rien. Qui te dit que tu vas faire médaille de bronze au championnat du monde à 37 balais? Normalement, en théorie, tes années, les meilleures années, elles sont derrière toi. Là, tu vas jouer sur la roublardise, tu vas jouer sur l'expérience, tu vas jouer sur le côté technique, mais pas physique, sur le côté tactique. Mais c'est pour ça que, en fait, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il n'y a aucune limite, je me fixe aucune limite, je m'entraîne dur comme fer tous les jours. Je ne sais pas si je fais de manière parfaite mes entraînements, mais tout du moins, j'essaie de le faire de la meilleure manière que je puisse. Et je n'ai aucune idée aujourd'hui de mon potentiel. Voilà. Mais C'est je pense très que honnête. non, mais je pense que c'est bien, c'est le bon état d'esprit de ne pas se fixer de limite, en fait, et de voir où ça va te mener. Et je pense que ça va Ça te marche mener jusqu'à à... maintenant. Je Bah ne sais ouais, pas ouais. si c'est le meilleur état d'esprit, mais tout du moins, ça me convient à moi. Et la relation avec ton frère, alors, elle a forcément évolué maintenant, parce que donc, tu parlais d'un Sébastien Patrice plus jeune qui était fan de son frère. Maintenant, vous êtes quand même dans une concurrence. Alors, une concurrence saine, mais Bien c'est sûr. quand même très différent. Oui, alors, comme tu viens de le dire, on a une concurrence saine. Ce qui n'enlève pas le fait que quand lui et moi on se met en garde en face à face à l'entraînement ou en compétition, j'ai envie de le défoncer et il a envie de me défoncer. Et ça pourrait être un Égyptien, ça pourrait être un Hongrois en face de moi que j'aurais envie de le défoncer de la même manière et vice-versa. Je suis toujours aujourd'hui, j'ai un respect immense pour la personne, mais ça va peut-être pas être de manière objective parce que c'est mon frère, Oui. mais de manière sportive, j'ai un respect immense pour l'athlète qu'il est, parce que je sais la manière dont il s'entraîne tous les jours, il est à côté de moi, tu vois, je vois que le mec il triche pas.
Et c'est pour ça que j'ai un respect immense pour lui. On a une concurrence qui est très saine. Et tu sais, malheureusement, l'escrime en France, comme certains autres sports amateurs, c'est pas autant médiatisé que ce que ça devrait. Bien sûr. Parce que beaucoup l'oublient. Mais on est le premier pourvoyeur de médailles à la France. Pour la France, depuis la création des Jeux Olympiques modernes, devant le judo, devant l'équitation. Et dans d'autres pays, ça a une dimension bien plus importante, tu vois. Mais ce qu'on a fait l'an dernier, mon frère et moi, sur le circuit international, ça relève de, et c'est ce qu'il aime bien dire parce que lui il kiffe le tennis, ça relève d'une rivalité Federer-Nadal, Bien sûr. Sinner-Alcaraz. Quand j'étais pas en finale d'une Coupe du Monde ou d'un Grand Prix, c'était lui. Il y avait des comptes Instagram d'escrimeurs, tu vois, des influenceurs escrimeurs qui faisaient des trucs. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter cette Patrice, ouais, Mania. mais c'était, on s'est tiré vers le haut, un truc de malade mental. Et je suis là grâce à lui et il est là grâce à moi, tu vois. Et quand vous vous affrontez, tous les deux, alors j'ai vérifié, ça c'est donc 5 affrontements en FIE, enfin sur les grosses compètes. C'est toujours un moment spécial, même à travers le masque. C'est toujours un moment spécial parce que tu tires contre ton frère. Ouais. Après, le masque, ça aide ou pas? Ça aide à oublier un peu que c'est ton frangin. Je pense que si lui et moi on rentrait dans une cage de MMA, bon déjà il ne le ferait pas parce qu'il me dirait que je suis un abruti de rentrer dans une cage de MMA, mais ça serait bien plus compliqué, je pense, parce que du coup tu vois vraiment le visage de ton frère. Certainement, j'y ai jamais vraiment pensé, mais certainement que ça aide. Après, on a eu 2 périodes, enfin surtout moi. J'ai eu une période où j'étais meilleur que mon frère, j'étais mieux classé. Et du coup, c'était beaucoup plus dur pour moi de tirer face à lui parce que relation fraternelle oblige, le grand frère botte le cul au petit et pas l'inverse. Et sauf que le problème, c'est que quand on faisait de l'escrime lui contre moi, c'était moi qui étais censé sur le papier lui botter le cul. Et du coup, j'arrivais absolument pas à escrimer, j'arrivais absolument pas à mettre en place mon vrai jeu. Et du coup, il me battait. Donc c'est plus psychologique. C'était que psychologique. Ouais, même. Et à partir du moment donné où le mec il a toqué à la porte des grands et il a dit moi aussi, je m'assois à votre table, là regardez, j'ai fait tant de résultats, maintenant on parle la même langue tous. Ben, ça a été beaucoup plus facile pour moi de tirer. Parce que je me suis dit, lui et moi, ça y est, on parle la même langue. Ça crée un déclic chez toi. Ça crée un déclic, je suis plus favori, enfin, tout du moins plus autant que ce que j'ai pu l'être avant. Lui et moi, on parle la même langue maintenant. Il n'y a pas de outsider favori, je sais pas, machin chouette. Là, on va, lui et moi, essayer de se fracasser et que le meilleur gagne. Alors sur la piste, avec ton frangin, on se tire la bourre forcément. Dans les chambres aussi, en compétition, c'est pas exactement ça, mais c'est quand même très drôle. Regarde, il y a une personne qui a un petit message pour toi et je pense que ça va te faire plaisir. Bonjour Seb. Je sais que lors de tes déplacements en Coupe du Monde ou en stage, tu partages de manière récurrente la chambre avec ton frère. Et vous avez bien souvent des fous rires incroyables. Pourrais-tu nous en partager un? Merci. Je suppose qu'il y en a beaucoup, donc c'est ton papa, hein, évidemment. Ouais, ça me fait rire qu'il parle comme ça, parce que franchement, c'est un bon vivant comme moi. Là, tu vois, il fait très homme d'affaires, parce que ça a été un homme d'affaires, tu vois, mon père, mais là, il fait très sérieux. Très sérieux. Ouais, il fait très sérieux. Tu parles 5 minutes avec lui autour d'un écart, c'est pas la même chose. Hein. Tu sais, je me suis dit, on dirait les messages des fans. Tu sais, quand tu dois faire un message à un athlète. Je vais le charrier, là, comme on dit chez nous, je vais le brancher, là, tu vois. Alors, un fou rire avec le frère. Un fou rire avec mon frère, franchement, on en a tout le temps. Là, on est parti en Chine, on s'est fracassé derrière. Mais je vais t'en donner un qui était sur un de mes premiers événements seniors. On part à Moscou, Grand Prix. Lui, il est au téléphone avec sa femme. Et il est allongé sur le lit, tu vois, il est en calbar, moi aussi. Et moi, je teste mes armes pour le lendemain, tu vois. Et puis, je teste le fouet de la lame. Mais du coup, il entend, parce que tu es alerte, tu sais, ça fait... C'est comme quand tu prends une raquette, tu vois, là, et tu vas faire ça, tu vas entendre que ça coupe l'air. Seb, arrête, tu vas me faire mal. Seb, arrête, tu vas me faire mal. Seb, arrête, tu vas me faire mal. Mais non, t'inquiète, je gère et tout. Et il avait le pied, parce qu'il avait les pieds qui sortaient du lit, et moi, je faisais ça pour rigoler. D'un coup, je sais pas, manque de maîtrise, je lui chope le pied. Il hurle au téléphone avec sa femme. Et sa femme me dit, parce qu'elle est italienne, et du coup, elle lui parle en italien. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a?
Bon, je vais pas te dire exactement ce qu'il m'a dit à ce moment-là parce qu'il m'a incendié, mais moi, je pleurais de rire. Je pleurais de rire. Donc ça, tu vois, ça c'est un Ok, fou. Ça. ouais, ça a l'air d'être une relation hyper fusionnelle. Il n'y a jamais des moments là entre frangins où ça Tout le temps. s'embrouille un peu. Tout le temps, Ouais, tout le quand temps. même. On a forcément. passé, ça nous est arrivé de passer des semaines, mais tu vois, je suis très honnête, des semaines sans se parler parce que comme Ah ouais. tout le monde, tu as des désaccords. Puis je pense que même si on a une rivalité qui est saine, il y a des moments donnés où tu perds un peu pied, mais c'est normal. Bien sûr. Tu sais, tu es constamment sous stress dans le sport de haut niveau, tu es constamment sous pression. Et puis il y a des moments donnés où j'ai envie de faire mieux que lui. On n'est pas jaloux, mais on est envieux. Et je pense qu'il y a une très grande différence entre ces deux adjectifs. C'est que jaloux, tu aimerais avoir et tu es jaloux de la réussite de l'autre, c'est-à-dire que tu ne veux pas qu'il ait, tu voudrais l'avoir. Envieux, tu voudrais juste avoir la même chose que Ouais. lui. Et donc évidemment, tu vois, des fois ça a créé des conflits entre moi et lui, et puis même sur des conneries, mais c'est les conflits fraternels, tu vois. Bien sûr, mais vous avez Bon partagé enfant. des moments magiques ensemble, donc Ah les ouais, Jeux ouais, Olympiques. On va en parler des Jeux, on est dans cette émission aussi pour ça, hein, on s'enflamme, la flamme olympique. Moi j'ai été assez surpris parce qu'avant l'émission, je t'ai demandé, je demande ça à tous les athlètes, hein, le premier souvenir des Jeux, une édition qui t'a marqué, qui te reste en mémoire, et tu m'as répondu, avant de les disputer, avant d'être qualifié, ouais, c'était pas une compète à laquelle je faisais gaffe, quoi. Non, mais Et je me dis, quand tu viens de l'escrime, c'est assez surprenant. ouais, je pense que tu vas pas en entendre beaucoup te répondre ça, mais encore une fois, c'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'avais même pas conscience qu'il y avait une catégorie senior Ouais. quand j'étais cadet ou quand j'étais junior. Alors oui, tu le sais parce que à un moment donné, quand tu es vice-champion du monde junior, bon, j'espère bien que tu te dis qu'il y a une catégorie senior. Ouais. Mais Oui, pour toi, à ce moment-là, limite, ta carrière, c'était l'apogée, c'était voilà. mais c'est pas limite, c'est que ma carrière, j'ai réussi ma carrière. Ouais. C'est pas, attention, c'est j'ai réussi ma vie. Incroyable. Tu Ok. te dis j'ai réussi ma vie. Ouais, donc Là, les Jeux, c'est mais tu y penses pas, mais tu ne sais pas ce que c'est les Jeux Olympiques. incroyable. Mais t'as pas suivi ça, même plus jeune, tu vois, c'était pas Mais un j'ai truc que tu suivi suivais avec mes forcément. parents qui sont des amoureux de sport, qui mettaient la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais. Donc j'étais devant la télé, tu vois, en regardant ça et en me disant ah moi aussi un jour je serai là. Ouais. 5 minutes après, j'allais jouer avec ma figurine Batman. Ouais. Tu vois, je me souvenais même plus. Et mon père, il m'aurait dit le lendemain, qu'il dit, tu te souviens de la cérémonie des Jeux Olympiques? Ah ouais, c'était bien. Ouais. Mais j'y pensais pas. J'y pensais, mais même jusqu'à l'édition de Tokyo 2021. Alors là, oui, je savais que les Jeux Olympiques, c'était le Graal, mais pour autant, je me disais pas à ce moment-là, je comprenais pas, en fait, je le sacralisais pas à la hauteur de ce que ça devait l'être. Ouais. Tu vois? C'est peut-être bien finalement, parce que je me dis, moi je reçois beaucoup d'athlètes ici, pour qui les Jeux sont devenus une obsession, mais une obsession presque dévorante, et parfois ça leur a pas forcément servi, tu vois, dans Bien la sûr. préparation, dans tout le chemin qui mène aux Jeux Olympiques. Toi finalement, le fait de voir un peu ça de loin, de Ouais. pas trop sacraliser la chose, ça t'a peut-être aidé aussi. Ouais, et j'ai été forcé à un moment donné de le réaliser parce que tu vas me dire, ouais, mais quand tu commences à faire ta préparation pour Paris 2024, là, mec, ne nous raconte pas de bobard, là, tu es bien conscient que tu vas aller aux Jeux Olympiques. Ouais. Non. Ah ouais. Je suis uniquement focalisé sur ma préparation. Et en fait, tu sais, à l'escrime, tu as tellement d'étapes intermédiaires. Moi, à ce moment-là, quand je commence ma préparation olympique au lendemain des Jeux Olympiques de Tokyo, j'ai jamais fait une médaille en Coupe du Monde. J'ai jamais fait une médaille en championnat. Enfin, je te parle en senior. Et donc, à ce moment-là, je me dis, je vais déjà tout faire pour gagner une Coupe du Monde, pour être médaillé en Coupe du Monde, pour appartenir aux 16 premiers mondiaux, pour augmenter mon ranking FIE, donc international. Et en fait, les Jeux Olympiques vont arriver d'eux-mêmes dans tous les cas. Et crois-moi, ça, tu vois, c'est un truc que tous les athlètes, si je pouvais dire un truc à tous les athlètes olympiques qui stressent par rapport à ça, crois-moi, hein, fais confiance à l'événement des Jeux Olympiques, il va te stresser de toute manière à un moment donné, même si tu ne l'es pas, il va te stresser. Donc tu sais quoi? Au moins, fais ta préparation, kiffe, mets-toi le stress pour d'autres compétitions. Les Jeux Olympiques, de toute manière, ils vont faire leur taf d'eux-mêmes. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment intéressé, j'ai parcouru un peu tes réseaux sociaux, et tu as partagé un visuel d'annonce lorsque tu t'es qualifié au jeu, en mettant que beaucoup d'athlètes, quand ils apprennent leur qualification, sont surpris. Ouais. Vraiment, ils s'y attendent pas, c'est quelque chose de dingue. Toi, non. Non. Toi, tu étais préparé, tu sais tout ce que tu as mis en place pour arriver Ouais. à cet objectif-là. Ouais, et je vais te dire quelque chose que j'ai pas beaucoup dit dans énormément de médias.
je me souviens d'avoir écrit en légende de mon poste, beaucoup diront qu'ils ne réalisent pas, moi je réalise Exactement. tout le chemin parcouru. Je suis asthmatique. Quand j'ai 3 ans, je fais une pneumonie, tu vois, ça passe pas loin. Vers 12 ans, on me diagnostique de la dyspraxie, donc trouble de la concentration pour faire du sport de haut niveau, c'est pas top. Et à 15-16 ans, je fais 1m55, on me diagnostique un déficit d'hormones de croissance. Ah oui, t'as pas toutes les cartes en main pour Alors, t'as pas toutes envisager les une cartes, carrière, et en ouais. plus de ça, tu as les boulets aux pieds. C'est clair. Et tu vois, moi j'ai toujours été un garçon turbulent, un garçon impulsif. Et du coup, tu vois, je suis passé par beaucoup de phases dans ma jeunesse. Le mec qui n'était pas invité aux anniversaires, parce que je foutais le bordel. Ouais. Puis après, le mec du coup qui est sportif de haut niveau, c'est un peu la rosta du lycée. Les mecs, les meufs, elles veulent un peu s'associer à lui, tu vois. Et du coup, en fait, je sais exactement par quoi je suis passé. Je sais exactement ce que j'ai dû faire, ce que j'ai dû mettre en place, ce que j'ai enduré pour me sélectionner aux Jeux Olympiques. Je sais qu'à ce moment-là, l'escrime, tu vois, ça a été un exutoire pour moi, mais ça a été le seul moyen pour moi de pouvoir montrer que j'étais pas un bon à rien. Ouais. Et donc, quand je suis sélectionné aux Jeux Olympiques, plein de personnes qui me suivent les personnes qui me suivent sur les réseaux à ce moment-là, des personnes qui m'ont vu quand j'étais au collège et que j'étais le mec avec qui on voulait pas trop traîner parce que c'était un mec qui foutait un peu le bordel, tu vois, un peu le bagarreur, tu vois, un peu la crapule. Mais là, ces mecs qui se disent, le mec qui va faire les Jeux Olympiques, je vais le regarder à la télé. Et ça, tu vois, c'est une revanche sur moi, mais aussi sur ces personnes-là, tu vois. Bien sûr. Avec cette fameuse fin, on s'attrape le 27 juillet au Grand Palais pour briser des nuques. Voilà, c'est sympa, Voilà, briser des nuques à deux, en plus avec le frangin. On va en parler de ces jeux, mais avant de rentrer vraiment dans le détail, moi, j'aimerais que tu me dises un petit mot sur les 3 gars qui t'ont accompagné dans cette aventure. On va mettre une petite photo, puis tu vas me parler un peu de chacun d'entre eux. S'il te plaît, Seb, je pense que ça peut être cool. Ouais. Un petit mot, tiens, ils sont là, C'est Kamehameha. Ouais. Bah alors... Donc, ton frère. Hein, Mon frère, Maxime Pianfetti, un de mes très proches amis, ouais. et Bolade Apiti, néo-retraité. néo-retraité et récent entraîneur. Décris-les-moi en un mot, tiens, chacun là. On va complexifier un peu l'exercice. Alors, ça va être compliqué, mais tu vois, mon frère, je te dirais réfléchi. Ouais. C'est un mec qui réfléchit dans tout ce qu'il fait. Ok. Ça, la qualité de ses défauts et le défaut de ses qualités, mais il est réfléchi dans tout ce qu'il fait. Ok. Maxime, je te dirais artiste, pour pas dire fou furieux, mais artiste. Tu vois, c'est un mec qui a du mal à évoluer dans un cadre. Ouais. C'est un mec qui a besoin de renouveau tout le temps, qui a besoin de s'exprimer de manière très artistique et pour pouvoir se sentir vivant, à l'image de sa manière d'exprimer. Ouais. Et Bolade, je te dirais, ça va le faire rigoler, je dirais papy. Papy. Papy, parce que c'était le mec qui nous a... T'as toujours besoin d'un mec comme ça dans l'équipe qui, nous, à Marseille, on appelle ça un vieux de la vieille. Ouais. C'est un mec qui a vu passer les générations, qui sait plus ou moins... Enfin, le mec, il a eu une longévité dans l'escrime quand même, c'est respectable. Tu vois, elle parle d'elle-même, cette longévité, tu vois. Que t'aimes ou que t'aimes pas le personnage, tu te dois, en tant que sportif, de respecter les faits et les résultats. Le mec, il a eu une longévité dans l'escrime incroyable. Il a été pendant je ne sais pas combien d'années dans le top 16 mondial, jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'aux Jeux de Paris. Il gagne la première Coupe du Monde dans l'année des Jeux Olympiques. Donc, sur le papier, le mec, il est potentiellement médaillable à presque 40 balais. Ouais, tu vois ce que je veux te dire? Donc, je te dirais papy et expérience pour lui. Tu vois. Eh ben, tu sais quoi, 2 de tes coéquipiers ont des questions pour toi. Félicitations pour ton début de saison. T'es en forme, t'es fort et ça fait plaisir à voir. Voilà, je sais que ton objectif c'est plus sur la fin de saison et que tu as envie de perfer au championnat du monde, mais en tout cas à Orléans c'était un premier checkpoint et c'est réussi. Donc félicitations pour ça. Maintenant ma question, écoute, je sais que t'aimes bien les montres, je sais que t'aimes bien te faire des cadeaux. Donc je voulais savoir, une fois que tu seras champion du monde à Hong Kong là, en juillet prochain, quelle montre tu vas décider de t'offrir pour célébrer ce titre. Voilà, allez bisous. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la bosquerie, que tu expliques un petit peu d'où ça vient cette petite bosquerie.
Allez, gros bisous et bonne émission. Ciao, ciao. Alors, question simple de Boladé. Maxime Pianfetti, t'as peut-être un peu plus mis dans la sauce. Explique-nous tout ça. Alors, Bolade, tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Et en plus, en ce moment, je suis un dingue de montre. Ouais. J'essaie de choper une Daytona, Ok. Rolex Daytona. Et il y en a une qui me fait kiffer. Moi, je sais, je kiffe les montres sportives. Donc, bracelet, ce qu'ils appellent Oyster Flex, avec, en or jaune et avec le fond, le dial Tiffany, Ouais, tu sais, en ok. bleu clair. Elle est introuvable. C'est ce que j'aimerais, c'est le goal. C'est une dinguerie. Je lui enverrai en photo, il va kiffer. Et pour l'autre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a le droit de savoir ou pas? La C'est trop confidentiel. bosquerie, non, c'est pas confidentiel, mais comment il fait pour penser à ça? Franchement, je te dis, le mec, il a entraîné pour sortir ces conneries. La bosquerie, alors en gros, c'est très simple, on fait un stage à Montréal, parce qu'on Ouais. avait un Grand Prix à Montréal. Ok. Et je dis, putain, mais comment il fait pour penser à ça? C'était 5 ans, 6 ans, Ouais. je sais même pas. Non, c'était en 2019. Et on fait un stage à Montréal et on rentre dans un taxi et le mec s'appelle Jean Bosco. C'est un driver Ok, Uber. ouais. Et je sais pas pourquoi, je sais pas. De toute façon, l'explication, elle parle d'elle-même. C'est pourquoi il va trouver cette idée. Bon, en gros, on lui parle de serpent au mec, on vient parler. Et le mec, c'était un ultra religieux, ultra Ok, chrétien. Et le serpent, c'est souvent associé à l'animal du diable, tu vois. Et du coup, le mec, il se fait un focus sur ce serpent. Il part en trip sur les serpents. Non, c'est Vadé Rétro et Satanas. Le mec, il part en trip. Et on part à rigoler. Et du coup, après, on a appelé ce mec-là la bosquerie. Et donc, voilà, tu as compris pourquoi il va penser à ça. Je n'ai aucune idée. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on le voit, hein, il y a une bande vraiment soudée. Avant la compétition, avant les Jeux, le contexte, par contre, il était assez particulier. On va en parler avec toi et tu m'arrêtes si je m'embrouille un peu dans l'histoire parce que c'était quand même assez compliqué c'est en compliqué. interne. Donc, c'est votre entraîneur, Vincent Anchtet, qui est viré par la Fédé, remplacé par Alain Coicot. Vous n'êtes pas d'accord? Pas du tout. Voilà, avec ce choix. Donc, Alain Coicot démissionne à 2 mois des Jeux. C'est son adjoint, Julien Médard, qui prend le relais. Ouais. Donc, tout ça, c'est quand même assez anxiogène. Comment on vit ça en tant qu'athlète là, dans le Ouais, groupe là? alors je vais juste Ouais, complète, hein, si. compléter. On est à Séoul, donc début de la qualification olympique. Vincent Anchtet, depuis qu'il est revenu, enfin depuis qu'il a été nommé au poste d'entraîneur national et manager du groupe Sabre Homme, le mec, il a eu un vice-champion du monde la première année, un médaillé de bronze au championnat d'Europe et un médaillé de bronze en Grand Prix. Les mecs qui intègrent, du coup, ces deux mecs qui intègrent le top 16 mondial. Cette année, enfin du coup, l'année d'après, donc c'était en 2020, c'est l'année 2023-2024. Non, ou l'année 2022-2023, je ne sais plus. L'année où il se fait remercier par la fédération. Je commence à performer, tu vois, je fais des quarts de finale, à tout va. On arrive à Séoul, première épreuve de qualification olympique. Je fais quart de finale. La fédération, pour leurs raisons qui sont pour moi injustifiées, c'est ma réalité, c'est ma vérité. C'est peut-être pas celle la leur, mais c'est ma vérité. C'est tout à fait injustifié parce que d'un point de vue sportif, tu peux dire ce que tu veux sur le bonhomme, d'un point de vue sportif, le mec il fait son travail et il le fait très bien. Mais il le vire. Pour quiconque a eu ou a un pied dans le haut niveau, faire ça à 1 an des Jeux Olympiques, Oui, il faut presque être suicidaire. stupide à souhait. Donc il le vire. Moi, c'est un mec qui m'a amené à ce moment-là au meilleur niveau de ma carrière. C'est un mec qui a une vision de l'escrime et une vision et un professionnalisme dans le sport de haut niveau qui est top. Donc moi, je dis quoi? Je dis, je ne vais pas m'entraîner avec un mec qui n'a jamais rien montré comme résultat sur les catégories seniors internationales. Le mec, il a jamais rien fait, Alain Coicot. Donc, je vais continuer de m'entraîner avec Vincent Anchtet. Et c'est très important que je le complète parce que je tiens à le dire. On arrive en début de saison olympique et Bruno Gare, qui était à l'époque le président de la fédération, qui lui aussi s'est fait remercier à juste titre, il nous dit, vous savez quoi, moi de toute manière, en gros, vous êtes mes outils à la fédération, je fais ce que j'ai envie. Si j'ai envie de vous envoyer en Coupe du Monde, je le fais. Si j'ai plus envie de vous envoyer en Coupe du Monde, je le d'accord. fais. Ok. Tu vois, moi je lui dis,
tu sais quoi? C'est quoi les règles de qualification? Ouais. Le premier au point, tu ne peux rien faire, c'est ça? Oui, c'est ça. On se voit en mai à la fin de la qualification olympique. Je finis premier de la qualification olympique. Et j'ai continué de m'entraîner avec Vincent parce que tu ne changes pas quelque chose qui marche à un an des Jeux Olympiques. Bien Les sûr. Jeux Olympiques, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va apporter tout son lot de stress, comme tu l'as très bien dit, de mood anxiogène. Tu ne changes pas, tu vas pas en plus, si tu te mets une balle, c'est même pas dans le pied, c'est dans la tête, tu te suicides. Et puis ça marche. Le mec a montré que ça marchait. Pourquoi je vais me barrer? Je suis fort avec lui. Et tu sais quoi, il s'est barré 3 semaines après. Enfin, ils l'ont viré de la fédération 3 semaines après. Donc je continuais de surfer sur son entraînement parce que ça fait 2 ans que le mec m'entraîne. Bien sûr. C'est pas du jour au lendemain que ça part. Je fais médaille de bronze au championnat d'Europe. Ça prouve que le mec est costaud. Et on est champion d'Europe un mois après. Tu vois? Donc, Alain Kouakou s'est fait remercier à quelques mois des Jeux Olympiques et à juste titre parce que sur toute l'année, il n'avait rien prouvé d'un point de vue d'entraîneur, il n'avait rien prouvé, donc il ne méritait pas d'être entraîneur aux Jeux Olympiques de l'équipe de France. On a été accompagné par Juju. Et donc, ça a été compliqué, mais comme je te dis, j'ai eu la chance à ce moment-là d'être très bien entouré et comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'être très focus sur ma préparation uniquement. J'avais des yeux que pour ma préparation et je pensais aux Jeux Olympiques, oui, mais plus à ma préparation parce que je ne les ai jamais fait à ce moment-là. Je ne peux pas savoir ce que ça veut dire. Et globalement, dans ce climat-là, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces Jeux de Paris? Bon, il y a sûrement beaucoup de choses, mais ton parcours en individuel qui se finit peut-être un peu tôt à ton goût, la médaille de bronze par équipe que vous allez chercher quand même face à l'Iran dans ce dernier match, où tu mets la dernière touche en plus. Raconte-moi un peu. Je retiens beaucoup de choses. Je retiens que... et c'est vraiment super important de dire ça, je retiens que l'entourage que j'ai eu dans toute cette aventure des Jeux Olympiques, il a été nécessaire, primordial et essentiel à cette médaille de bronze qui n'aurait jamais pu arriver sans cet entourage. La dernière touche, moi je voudrais juste qu'on fasse un petit focus là-dessus, parce Ouais. que je me dis dans ta tête, il a dû se passer plein de choses. Vous menez largement à ce moment-là. Largement. Est-ce que dans ta tête, toi, tu te dis, c'est gagné? Ou est-ce qu'il y a quand même une partie de toi qui dit, attends, il faut quand même finir, parce que c'est une tâche très difficile de finir le travail. La vérité, je me dis, je vais être, encore une fois, je suis très honnête, Vas-y, c'est ce qu'on aime. je suis à 44, 25, je crois. je sais plus, Ouais. c'est fini. Ouais, fini. donc tu arrives déjà à te le dire, c'est terminé. C'est Allez, fini. je mets la dernière. C'est fini. Et là, c'est une chance à ce moment-là, mais je réalise que je vais pouvoir kiffer ma dernière touche qui va me faire et qui va nous faire être médaillés aux Jeux Olympiques. Donc je fais une touche un peu champagne, tu vois. C'est la plus belle de ta vie, en termes de kiff, de ressenti, d'émotion. mais 10 000 fois. Alors attends, tu en as eu beaucoup d'autres qui Bien sûr. étaient incroyables parce que tu as des matchs à tension et c'est pas forcément des matchs Ouais. à médaille. Mais de pouvoir kiffer le moment, d'avoir le temps de se dire, mais là, je vais être tu médaillé. imagines, je vais te dire un truc. Tu imagines que à ce moment-là, tu mets la touche qui va te faire être médaillé olympique, Mais ouais. qui va faire être médaillé olympique ton frère. Il y a mes parents, il y a ma grand-mère que j'aime, c'est la personne la plus importante pour moi. Il y a ma petite sœur, il y a son copain, il y a mes amis qui sont des frères pour moi. Tu vois, moi, tu sais, je suis Marseillais, mes amis, je les compte sur les doigts d'une main, c'est des frères pour moi, c'est ma famille. Ces mecs-là, ils sont dans les tribunes au Grand Palais. Ils te voient être sur la piste et ils vont te voir être médaillé. Tu mets la touche, mais mais Tu te sens à ce moment-là, bon, c'est un peu, tu te sens intouchable justement. Tu te dis, c'est mon frère qui a dit quelque chose et que c'est tellement vrai. Et je ne sais pas si tous les athlètes qui ont été médaillés olympiques, tout du moins pour la première fois, te diront ça. Et mon frère, il a dit un truc tellement vrai. À ce moment-là, tu te sens immortel. Tu sens que rien n'est grave. Je peux conduire, rentrer dans un poteau, ça fait chier, je suis médaillé olympique. Je tombe de l'escalier, je me pète le doigt, fait chier, je vais aller à l'hôpital, on va attendre et tout. Je suis médaillé olympique. Ouais, ça change ta vie. Je en suis fait, médaillé olympique. clairement. Et je suis médaillé olympique. À ce moment-là, tu peux me dire ce que tu as envie. Le Uber Eats, il m'amène ma commande, il s'est trompé du McDo, il m'a amené des potatoes au lieu des frites. Je suis médaillé olympique. Tu vois ce que je veux te dire? non, mais Et carrément. attention, je ne suis pas champion olympique, je ne suis pas triple champion olympique comme il y en a qui l'ont fait. Mais je suis médaillé olympique à Paris devant les gens que j'aime. Il y a ma copine aussi à ce moment-là qui me regarde. Tu te rends compte ou pas? C'est un truc de malade mental. Mon frère se marie un mois et demi après.
la période et la magie des Jeux Olympiques pour les sportifs ou pour les extra-sportifs, c'est incroyable, mais c'est incroyable. Tu as parlé d'une médaille partagée, donc avec ton frère, avec ta famille. Tu as parlé de ta mamie aussi. C'est beau parce que, donc, pour la petite histoire, hein, elle a fait fondre l'or de sa bague de fiançailles pour t'en façonner une, que tu as toujours avec toi, que tu n'enlèves pas en compétition, que tu embrasses très souvent. Ouais, à ce moment-là, tu penses hyper fort à elle. D'ailleurs, il y a une petite photo sympa où elle a la médaille aussi. Tu lui donnes la médaille. Voilà, c'est magnifique. Tu le vois, la fierté dans son sourire, dans ses yeux. Ah, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Tu vois, j'ai l'émotion, tu vois, de voir ça parce que, tu vois, je lui avais fait une promesse. Ma mamie, elle a toujours cru en moi. Et tu vois, peu importe les périodes que je t'ai citées, ma mamie, elle a toujours vu le bien et le bon en moi. C'est l'amour de ma vie. Et à ce moment-là, si tu imagines, pour elle, tu vois, c'est comme je t'ai dit, c'est les anciens. Ils ont vu plein de choses se passer. Et tu vois, elle peut se dire, au moins, j'ai vu mes 2 petits-fils être médaillés olympiques à Paris. Il y a de l'émotion, je le sens chez toi. On va te montrer une petite séquence. Je ne sais pas si tu l'as déjà vue, mais je pense que ça va encore créer beaucoup d'émotion chez toi, Sébastien. Regarde ces images. Beau des plaisirs pour la plus belle des stations. Merci mon petit cœur. La vérité, elle est trop belle. Ah oui, tu les avais vues ces images déjà? Je les ai vues, mais ça fait toujours quelque chose. Elles sont enregistrées dans mon téléphone, Bien je sûr. les regarde. Et c'est vrai, je les regarde régulièrement. Ouais. Ça a été un de mes fonds d'écran. Je te le répète, et je pense que toi, moi, les jeunes personnes, on pourra comprendre ça uniquement quand on sera dans leur pompe à ces personnes-là. Quand tu pourras te dire, je suis comme son enfant, tu vois. Mon fils, il est médaillé aux Jeux Olympiques. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pas à la télé. Ouais. Je l'ai vu, tu vois, tu regardes la finale de Ligue des Champions à la télé, tu la regardes en vrai, c'est pas pareil. Ah bah, bien Elle sûr. l'a vu. Et moi, de me dire que j'ai pu déjà tenir cette promesse, que j'ai pu lui faire vivre ce bonheur, c'est même pas le quart de ce qu'elle m'a apporté comme bonheur et comme confiance dans ma vie. Et puis, tu vois, c'est pour moi une des plus belles réussites dans toute ma vie jusqu'à maintenant. L'après-jeu, j'en parle souvent avec les athlètes, parfois c'est dur. Toi, j'ai envie de dire, tu as surfé un peu sur la bonne dynamique, tu es devenu. Alors, ça a peut-être été dur juste après, je te vois faire un peu. Juste après, ça a été dur. Faire un peu le deuil, hein, se dire, bah, c'est terminé. Je vais te dire un truc très drôle. Moi, je dis à mon entraîneur, tu sais quoi, je suis médaillé aux Jeux Olympiques de Paris en individuel et en équipe, j'arrête escrime. Ah ouais. Ok, tu étais prêt. Prêt parce que j'ai pas peur de me lancer dans quelque chose d'autre. Ok. Je suis gourmand et friand de nouvelles aventures. C'est ce qui te fait vivre. Mais ce qui a ravivé un petit peu déjà, la flamme. vérité, j'ai pas été médaillé en individual. Ouais. Donc, Ouais, peux pas tenir ma promesse. Pas complètement rempli. Et puis, je dis à mon entraîneur, bon, dans tous les cas, tu sais quoi, on reprend vers novembre. Hein. Tu es gentil, mais là, c'est bon. Okay. Tu vois, je me lève le matin pendant l'année olympique, je vais au Carrefour faire mes courses, les Jeux Olympiques, je vois le camion de poubelle, les Jeux Olympiques, mes amis, je poste une story, tu vas faire les Jeux Olympiques, mes parents qui me parlent, tu vois, là, je dis, tu sais quoi, novembre, c'est bare minimum. Bon, ok, mais sauf que le problème, c'est que c'est la vérité, mon ami. Quand tu arrives en septembre, octobre, et que tu vois que tous tes collègues, la vie elle reprend son cours, tu vois, le temps fait son taf. Et que toi, tu es dans ton canapé, il y a 6 mois, même pas, qu'est-ce que je raconte, 3-4 mois, tu te levais tous les matins avec une idée et tu te couchais tous les soirs avec un rêve, c'était les Jeux Olympiques. Et là, tu n'as rien. Tu allumes la télé, tu n'as plus rien, tu vois. Ouais, tout perd, BFM, tout perd il de parle la plus des Jeux saveur, Olympiques, hein. bien sûr. Tu vois, et donc là, je prends mon téléphone, j'appelle mon coach, je lui dis, cet après-midi, je vais être à l'entraînement. J'arrive à l'entraînement et je lui dis, tu sais quoi, si tu veux pas que là, ce soit ce qui arrive, le syndrome post-Jeux Olympiques des athlètes, là, il va falloir que tu me laisses, que tu me fixes et qu'on se fixe mutuellement un objectif à court terme, très court terme. Il ouvre le classement FIE, le classement international. Je suis 5e à ce moment-là. Il me dit, bon, ben, faut que tu sois numéro 1 mondial. Tu peux être numéro 1 mondial, ça c'est un objectif réalisable. Costaud, mais réalisable. 4 premières compétitions, je fais premier, troisième, deuxième, numéro 1 mondial. Ça, franchement, et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est fort, tu vois, que de faire ça à ce moment-là. Et surtout, moi je me dis numéro 1 mondial, c'est quand même. Enfin, de te dire, je sais pas si
tu as réussi tout de suite à le conscientiser, mais te dire, je suis, même Non, si les ça, je l'ai pas classements changent, mais je conscientisé. suis au sommet Non, de ça, ma je ne l'ai pas discipline. conscientisé. Je ne l'ai pas conscientisé et je vais te dire quelque chose. Pour moi, j'ai été numéro 1 mondial à un moment donné de mon sport, mais je ne me considère pas comme avoir été à un moment donné de ma carrière le plus fort sur le Ah ouais? circuit. Pas Ok. encore. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Tu vois, les résultats ont parlé d'eux-mêmes et on dit qu'à un moment donné, ça a été moi le meilleur au monde de mon sport, de ma discipline. Mais pour autant, je ne me considère pas encore avoir été, à un moment donné de ma carrière, le meilleur au monde. D'accord. Donc numéro 1 mondial en janvier, tu fais une belle année et arrive l'été avec les compétitions qui comptent beaucoup, championnat d'Europe, championnat du monde. Et là, tu te plantes. Là, je me plante et c'est surtout qu'en fait, tu vois, ben, je fais cette série, suite de podiums, médailles, Ouais. victoires. Et puis, je dis à mon entraîneur à ce moment-là, ben là, en fait, j'ai plus de, je tripe plus pour l'escrime à ce moment-là, tu D'accord. vois. J'ai plus d'objectifs. Parce que j'ai plus d'objectifs du même rang que soit les Jeux Olympiques, soit être numéro 1 mondial. Et là, j'ai une Et perte de champion motivation. d'Europe et champion du monde, c'est Non, mais c'est un truc de fou furieux. Mais Ouais. c'est dans 6 mois. Ok, c'était C'est dans 6 mois, c'est trop loin. Et puis, tu sais, tu as le contre-coup des Jeux Olympiques. Peut-être parce que j'ai peut-être aussi un petit peu repris trop tôt. Je sais pas. Mais j'ai une baisse de motivation, une baisse d'énergie. Je me lève plus le matin avant 5 minutes avant le réveil pour me dire tu vas arriver à l'entraînement. Ce qui marchait à l'entraînement, c'était un kiff pour moi. Mais ce qui marchait pas, c'était une piste pour moi de me dire je vais l'améliorer. C'était une excitation. Là, j'ai plus ce truc. Tu vois, j'ai plus ce truc-là. Je récite. Je répète quelque chose comme un corps sans âme, tu vois ce que je veux te dire? Ah oui, bien sûr. Une coquille vide. Et du coup, ben, je m'entraîne moins parce que du coup, on dit avec mon entraîneur à ce moment-là, tu vois, lui aussi, comme c'est un jeune entraîneur, il a que 5 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup pour une carrière d'entraîneur. Ben, on le gère comme on pense bien le gérer et on dit, bon, ben, on va prendre du recul. Coupe un peu, essaie de trouver du plaisir dans autre chose. Je m'entraîne moins, du coup, mes automatismes que je développe avec de la répétition, ben, j'ai beaucoup moins d'entraînement, donc je répète beaucoup moins, donc j'ai beaucoup moins d'automatisme, donc je vais en compétition et je me sens moins fort, et puis du coup tu psychotes, et puis Oui, tu c'est un es moins cercle fort, vicieux. mais tu te vois encore moins fort que ce que tu l'es réellement. Et du coup, ben, il arrive la fin de l'année, j'ai quand même mon classement, j'attaque les championnats du monde numéro 1 mondial. Et tu te dis, il va falloir que je le sois là. Ça a pesé, vraiment, ça a été dur pour toi de te dire, putain, j'arrive, je suis favori. J'ai mal géré. Pourtant, la préparation a été incroyable parce que je me suis préparé entre les championnats d'Europe et les championnats du monde de la meilleure manière que j'aurais pu me préparer. Mais pour autant, je pense que dans ma tête, le mal était fait de n'avoir pas suivi la même ligne conductrice qui m'a fait être numéro 1 mondial les mois auparavant. Tu vois, je me suis un petit peu suicidé, mais comme je t'ai dit, j'ai 25 ans. Bien sûr. Et C'est ça vrai m'a que- énormément appris. Et tu sais, mon père, il m'a toujours appris et il m'a toujours dit, et je vais le dire avec ces mots, quand tu te chies, bon, c'est pas bien, Ouais. mais ça arrive. Bien sûr, ça fait partie d'une carrière de sportif de haut Tomber niveau. 2 fois d'affilée dans le même trou, ça, c'est un truc dont tu ne tires aucune expérience. Ouais. Je me suis chié, je suis tombé dans un trou, mais pour autant, je vais en tirer toutes les leçons. Et ça m'a fait énormément relativiser sur plein de choses. Et c'est la plus belle. Et c'est l'année dernière, tu vois, c'est pour moi l'année, tu vas rigoler parce que tu vas te dire, mais c'est l'année olympique, tu devrais être, c'est l'année qui devrait t'avoir marqué le plus. Ben non, parce que l'année dernière, elle a été la plus paradoxale parce que j'ai connu les meilleurs résultats de ma carrière, mais pour autant, c'est l'année dans laquelle j'ai été le plus déçu de moi-même. Mais après ça, tu vois, j'en ai tiré les conséquences nécessaires et adéquates. Et je me suis dit, il va falloir que je relativise et que de ça, j'en fasse une force. Mais je trouve que ton état d'esprit, il est quand même assez impressionnant parce que je suis tombé aussi sur un post de toi après les mondiaux où tu mets une petite photo de toi et puis derrière le discours de Rocky Balboa à son fils. Je le rappelle vite fait, c'est aussi grand effort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte, ce qui compte c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher, c'est comme ça qu'on gagne. C'était vraiment ton état d'esprit après ces déceptions? Je te l'ai dit, je suis très famille. La première chose que j'ai fait et que j'avais honte de moi-même, tu vois, j'étais déçu, j'avais honte. T'es le numéro 1 mondial, tu te fais gifler en tableau de 32. Tu vois, c'est pas ton rang, c'est pas là où ils t'attendent les gens. J'étais déçu de moi-même, j'avais honte. Je vais dans la chambre d'hôtel de mes parents. Et franchement, je te dis la vérité.
Je suis un mec, tu vois, quand même, c'est dur. J'avais les larmes aux yeux. Tu vois, je suis déçu de moi-même. Et mes parents, ils ont toujours la parole juste. Même si des fois, tu vois, t'es jeune, t'es con et tu veux pas l'entendre et tu penses vouloir leur expliquer quelque chose en pensant qu'ils ne le savent pas. Mais ils t'ont vu arriver à 10 km et ils savent très bien ce que tu vas leur dire parce qu'ils ont déjà vu des années auparavant. Et t'es pas forcément à l'écoute de ce qu'ils te disent parce que tu penses déjà à ce que tu vas vouloir leur dire après. Mais de manière, allez, je vais te dire en diagonale, j'arrive quand même à écouter certaines choses. Ce qu'il dit le père de Rocky, ce qu'il dit Rocky ouais. à son fils, sans la voix grave et Oui, bah, et t'as voilà. bien vu que j'ai pas pu, hein, désolé. Mais mon père, il me dit la même chose. Ok. Mon père, il me dit la même chose. Parce que, tu sais quoi, il y aurait une autre émission à faire et tu devrais, c'est pas un sportif, hein, mais si tu recevais mon père, il pourrait écrire un livre de ce qu'il a fait dans sa vie. Tu vois, moi je t'ai dit que j'avais des boulets aux pieds. Mon père, il a réussi dans les affaires. Mon père, il était, tu vois, il a redoublé 3 classes. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais pas s'il kiffera que je dise ça du coup, mais ça a été, tu vois. Non, mais la résilience, c'est de famille. Qui mieux que la résilience, c'est de famille. Et ce qu'il dit Rocky à son fils, c'est exactement ce que mes parents ils me disent à ce moment-là. Et c'est exactement l'éducation que mes parents ont voulu nous inculquer à moi, mon frère et ma sœur. Maintenant, la question que je me pose, c'est en quoi le Sébastien Patrice de 2028 à Los Angeles, il sera différent de celui que j'ai en face de moi ou de celui des Jeux de 2024? J'espère qu'il aura plus de sagesse, j'espère qu'il aura plus de lucidité et qu'il relativisera encore plus que ce qu'il ne le fait déjà. J'espère qu'il sacralisera à juste titre les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 et j'espère qu'il pourra être fier de tout son chemin qu'il aura mené jusque-là, peu importe la couleur de la médaille s'il y en a une, peu importe s'il y a une médaille. J'espère que ce mec-là, il sera capable de se dire à lui-même à ce moment-là, le matin des Jeux Olympiques, tu sais quoi, gars, j'ai tout fait ce que je pouvais. On peut toujours faire plus, ils te le diront les gens et je te le dirai aussi. Mais tout du moins, j'ai jamais triché. Ouais, c'est ça, pas avoir de regrets. Je ne vais pas te dire que oui, j'aimerais que le Sébastien 2028 soit médaillé olympique, champion olympique avec son frère. Mais c'est pas. Je pense que le main point, c'est pas ça. Ouais. Le main point, c'est vraiment je veux être fier de moi en 2028, peu importe ce qui se passera. Alors évidemment, à Los Angeles 2028, ça bouge pas. Tu seras accompagné, on l'espère, de ton frère, de tes parents, de ta sœur aussi. Tu en as parlé un tout petit peu dans l'émission. Bah, tu sais quoi, là aussi, un petit message pour toi, la sœurette. Coucou Seb, on espère que tu vas bien. Donc on a 2 questions à te poser. Moi, je voulais savoir quelle est la fois où tu t'es le plus énervé sur la piste et est-ce que avec du recul, t'en rigoles ou pas? Et moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu dis avant d'entrer sur la piste, avant la première touche, pour te préparer ou pour te motiver. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ça encore. On n'a pas abordé. L'état d'esprit un peu. Elle est magnifique. Elle est magnifique et c'est son copain qui est un camarade d'entraînement, c'est un amour. Ok. Et c'est rigolo qu'il me demande ça. Alors, la fois où je me suis le plus énervé, j'ai le sang chaud et ça aurait été rigolo qu'on te file quelques images. Mais là, tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois. La dernière en date, c'est sur un Russe. Sur un Russe le Russe qui me bat au championnat du monde. Ouais. Et qui est un bon gars et tout. Hein. Attention, on fait une compétition par équipe. Et puis, j'esquive son attaque, je riposte. La main un peu lourde, mais rien de méchant. Et je ne sais pas pourquoi, le mec, tu vois, il est encore jeune, il est plus jeune que moi. Il vient à ce moment-là et il vient me dire quelque chose. Et moi, je le prends, tu vois, comme ça, parce que je me dis, il veut me dire quelque chose, tu vois. Et il me dit en anglais, next time I'm fucking you. Et au début, je n'entends pas. Je dis, what? Yeah, next time I'm fucking you. Et là, j'ai les câbles qui se déconnectent et je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire, tu vois, parce que tu peux te prendre un carton noir et le carton noir en équipe, il pénalise tous tes collègues. On est on est tête contre tête et je lui pousse la tête. Ouais. Et donc ça aurait été fun que tu aies les images parce que tu aurais rigolé. Donc je te dirais que ça c'est la dernière en date. Après c'est arrivé, tu vois, quand il y a eu des erreurs d'arbitrage de manière outrageuse. Là, moi l'injustice c'est quelque chose que je peux pas, tu vois. Je travaille 5-6 heures par jour, je fais des sacrifices, tu vois. Donne-moi les points que je mérite. Ouais. Le reste, je ne les demande pas, mais au moins ceux que je mérite. Voilà. Et l'autre question de Ben, qu'est-ce que je me dis
Ben, ça, c'est un peu personnel. Ouais, si tu veux en parler, mais ça peut être Ouais, intéressant. tu vois, alors voilà. je vais pas tout dire, mais alors je me dis, ça je peux le dire, Ouais. je me parle à moi-même et je me dis, allez Patrice, c'est maintenant qu'on y va. D'accord. Et juste avant ça, j'ai un mot pour mon grand-père et un mot pour ma mamie. Tu vois. Et mais ça, voilà, je préfère le garder pour moi. Bien sûr, et on respecte totalement. T'actives un peu le mode Sébastien Patrice bagarreur, un peu. Ouais, Tu vois, ouais. je sais que tu kiffes le Ouais. MMA, c'est un peu le Ouais, mode fort, guerrier. fort. Ouais, fort. Ouais. Fort, là, ben, je te disais tout à l'heure, je faisais un peu référence au MMA en disant que c'est les gladiateurs des temps modernes. Ben, j'essaie un petit peu de me mettre dans cette peau-là. Je me dis là, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, on a un peu parlé, le mec en face de moi, il a 2 bras, 2 jambes, il y a 0-0. Peu importe qu'il soit triple champion olympique ou que le mec il n'ait jamais rien fait, le mec il a autant de chances que moi de me défoncer la tronche. Ouais. Et je les ai aussi ces chances. Ben, il y a une part de gâteau, on va voir qui la prend. Je sais ce que je fais au quotidien pour avoir le mérite de la prendre. Vas-y, on va voir. Et puis s'il gagne, il gagne, tu vois. Mais tout du moins, je vais pas. Ce qui peut être sûr, c'est que je vais pas lui rendre la tâche facile. J'aime bien ton état d'esprit avant d'entrer sur la piste, avant les assauts. Je trouve que on voit que ça change d'un coup, tu vois. Ouais, ben, tu te mets dans. Je pense que c'est nécessaire. Chacun a sa manière de se mettre dans sa bulle, a ses propres mots, a ses propres rituels. Moi, voilà, je sais de là où je viens. Et c'était le père d'Aznavour qui disait souviens-toi d'où on vient et regarde où on est maintenant. Voilà, je me dis ça, tu vois, c'est à peu près ça. Et ben nous maintenant, on va partir dans la dernière séquence de l'émission, la petite tier list pour finir sur une note un peu plus cool, cette émission. Tout feu, tout flamme. Allez, c'est parti. Ah, la fameuse tier list, je réexplique rapidement pour nos téléspectateurs, vous connaissez le principe maintenant, 5 catégories, flamme olympique, feu de camp, briquet, allumette, cendre. Flamme olympique, c'est le top du top, cendre, c'est tout pourri. Ouais. Okay. Tu as plusieurs éléments, je te laisse les classer, tu peux mettre plusieurs dans les catégories. Allez. Vas-y, tu les commentes un petit peu, on fait ça rapide. Alors, bande organisée, ah ouais, bande organisée. Et je vais te mettre bande organisée. Et le problème, c'est que bande organisée, c'est incroyable, mais c'est Trop, on l'a trop entendu. Je suis d'accord. Donc, en tant que Marseillais, Ouais. je suis obligé de te le mettre en feu de camp. Mais au tout début, je t'aurais mis une flamme olympique d'entrée, mais ça a été trop vu et revu et réentendu. Ouais, et tiens, ouais, au bout d'un moment, tu peux plus. Bouillabaisse, flamme olympique d'entrée, flamme Bouillabaisse. olympique, direct. Et je l'ai fait tester à ma copine quand elle est venue à Marseille pour la première fois cet été. Ouais. Elle n'a pas aimé. C'est ça que j'ai jamais goûté la bouillabaisse. C'est incroyable. Ouais, jamais. C'est incroyable. Là, c'est le Marseille qui va te parler. Si un jour tu ben, viens à Marseille, je te crois. tu me fais un message sur Instagram, je te donne 2 adresses. Allez, Un kiff. Tu vas te régaler. C'est Eh ben, vas-y. magnifique. j'hésiterai pas. Puis c'est convivial. Comme Ouais. plat. Tu vois, c'est convivial, c'est chaleureux. C'est un plat confortable. Tu vois ou pas ce que je veux Ah te ouais, dire? bah, totalement. Ouais. Claquettes chaussettes. Claquettes chaussettes, alors claquettes chaussettes, je suis très claquettes chaussettes en compétition. Parce que quand tu vois, entre les tours, et puis même quand je voyage, claquettes chaussettes, c'est de la bonne. Ouais, Je parce faisais que- claquettes chaussettes avant que la mode claquettes chaussettes, elle sorte. Je tiens à le dire, claquettes chaussettes fortes avant que ça sorte. Voilà. Donc Le ça, pionnier. voilà, ça, flamme olympique d'entrée. Les tacles de Dimeco, c'est les tacles de Dimeco sur le Ah ouais. PSG, je suis désolé, mais c'est encore mieux. Ça va faire plaisir en régie. Ça, voilà, ça c'est Allez. du flamme olympique. Dragon Ball Z, c'est mon enfance. Dragon Ball Z, j'ai été bercé par Dragon Ball Z et par la mentalité Sangoku Ouais. de toujours vouloir et être excité quant à l'idée de se mesurer à un mec plus chaud. Tu vois ce que je veux C'est dire? l'esprit shonen un peu. C'est l'esprit shonen. C'est ça. C'est l'esprit shonen à Ouais. fond, tu vois. Et il y en a plein de sportifs qui sont bercés par ça. Bien sûr, ouais. Donc, et puis c'est écrit aux Jeux Olympiques, Kamehameha, Ah oui. donc ça, je suis obligé, flamme olympique. La fête, j'ai eu mes périodes. Ouais, et actuellement Ah putain, je te jure que j'ai l'impression que je commence à devenir yeuve. Maintenant, ces petites soirées posées. Ouais, petit Netflix, la Ouais. vérité, tu vois, et puis que tu le veuilles ou non. Alors attention, je suis un gros fêtard l'été, mais un gros fêtard. Tu vois, je peux sortir tout l'été. Parce que je me prive tellement pendant l'année Bah oui, c'est ça. aussi. que. Mais les sportifs de haut niveau en général sont des fêtards quand même. Ouais. Ben, c'est normal, tu te prives tellement pendant l'année que moi, j'ai un mois, le mois d'août, Ah ouais. je le rentre à fond. Ah ouais. Je le rentre à fond parce que si je le fais pas,
Je sais que je ne vais pas pouvoir le faire pendant l'année. Bien sûr. Donc même des fois, je vais te dire, je le fais à outrance. mais je vais te le mettre feu de camp parce Allez. qu'il y a quelques mois ou années, je t'aurais mis ça en flamme olympique devant tous les autres. Ouais. Sauf devant les Taklajiméco. mais ça, c'est là, je suis un petit peu, tu vois, je grandis et puis je kiffe faire autre chose, tu vois. Ouais, tu Mais prends- c'est toujours, c'est un délire. Costas Mitroglou, ça, je suis désolé, Sandre, Ouais, ça, le flop. il nous a tués, il nous a écœurés à un moment donné, lui. Le MMA, fort. Fort. Il y a mon gars, Swell, qui va se taper là dans Swell pas Kaouchen. longtemps. Ouais, c'est ça. Fort. Et Flamme ça serait pas olympique. impossible, toi, de te voir après la carrière, peut-être, faire quelques Ouais, combats, on en a un peu amateur, parlé. mais- Voilà, j'ai pas la prétention parce que c'est un sport où il faut avoir commencé depuis certaines années. Ouais. Et puis ces mecs-là, c'est des bêtes d'entraînement, ils sont conditionnés au détail. Mais de pouvoir, parce que c'est un art martial mix, tu vois, le MMA, ça veut dire, c'est l'acronyme. J'aimerais quand même, tu vois, un petit peu prendre du plaisir dans certains aspects, le JJB, un peu de pied-point. C'est quelque chose qui, de manière amateur, je ne vais pas commencer à dire une carrière pro parce que ça me fait bien une sûr. tête, mais c'est quelque chose qui me ferait kiffer, tu vois. Ma meuf, elle sera pas contente. Mais... les muffins des JO. Les muffins des JO, c'était de la bombe. Mais j'en ai goûté un. Je vais te dire la vérité, j'en ai goûté un. Mais le problème, c'est que moi, je suis à fond sur la jet, tu vois, pendant. Donc, j'en ai pas mangé beaucoup. Ah ouais, ok. J'en ai pas mangé Beaucoup beaucoup. m'en disent du bien. Ouais. Ouais, ils étaient forts. Mais voilà, je vais te mettre les briquets parce que Allez. c'était. J'en ai pas. Je vais pas inventer un truc. Le permis bateau. Alors, figure-toi que c'est un journaliste, donc un collègue, qui est marseillais et qui m'a dit mets-lui le permis bateau. Je sais pas faire l'accent, donc je te le ferai pas avec l'accent, mais mets-lui le permis bateau. Il m'a dit un marseillais, permis bateau. Le permis bateau, je vais te dire la vérité, il faut que je le passe, mais ça veut dire que c'est incroyable le permis bateau parce que tu peux aller dans les calanques, tu peux aller dans un petit village que nous on appelle l'égout, tu peux aller. C'est incroyable, vraiment c'est un kiff. Mais rien de mieux, la vérité, hein, que, désolé, je vais te le faire à la Marseillaise, mais que de poser son cul dans le bateau et que de voir le conducteur du bateau qui te drive, tu vois. Donc, je vais te mettre ça, vu que je ne l'ai pas, je ne vais pas mentir, je vais le mettre briquet. Allez, il t'en reste combien? On va finir Il m'en reste rapidement, 5, ouais. comme c'était une fin... La pétanque, je te mets ça direct, flamme olympique. Les Porsche, je suis obligé. Flamme olympique, je t'ai mis que des flammes olympiques. Bah, par contre, les tribales, et j'en ai fait un. Malheureusement. Mais ça, tu peux pas. ça, tu peux pas. de goût, mais bon, après on fait tous Tu des peux erreurs. pas. Tu peux pas. Tu sais quoi, avant de même le faire le vélodrome, j'ai vu qu'il y en a un juste après la Zlatan d'entrée. Et pourtant, sportivement, c'est Ah bah oui, mais il a fait mal. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG contre l'OM. Il nous a tué le vélodrome. Cela va sans dire. C'est le temple du sport marseillais. C'est un des plus beaux stades au monde avec une des plus grandes ferveurs des supporters au monde. Donc, c'est Tirer vraiment... au vélodrome, c'est un rêve? Ah ouais, si on en plus parle, qu'un rêve, là. ouais, tu imagines. Juste attends, quand même, il faut choisir maintenant entre les flammes olympiques, juste un seul, très rapidement, ce qui te vient d'un coup, bam. T'as 5 secondes, 5, 4, le vélodrome, 3, 2, allez, le vélodrome, Voilà. obligatoire. Le vélodrome. C'est vélodrome fort. C'est le top obligé. du top. Bon, on a parlé beaucoup d'escrime avec toi, forcément, on vit des émotions de dingue quand on mène une carrière de sabreur de haut niveau. On rencontre aussi l'amour. Et regarde, petit message, allez, un dernier petit cadeau pour toi, Sébastien. Surprise! I'm pretty sure that you were not expecting this, but I just wanted to tell you, because I'm not telling every day, that I'm really, really, really proud of you, and I'm really proud how hard you're working every day to reach your goals, and I cannot wait to see you. Ça fait plaisir. Ouais, je m'attendais pas à ce que tu vois. Je savais qu'il y allait avoir. Je me disais que potentiellement il y allait avoir des personnes qui allaient faire des messages, mais là, du coup, vu qu'elle parle pas français encore. C'est une escrimeuse hongroise C'est une escrimeuse hongroise. haut niveau, Elle est double championne du monde par équipe d'affilée. Enfin, malheureusement, j'ai même pas encore une médaille au championnat du monde en équipe, même en individuel. Il y a combat. Non, mais ça me fait plaisir parce que je sais que c'est. Et tu vois, je vais pas dire ça parce que c'est ma copine, mais c'est sa plus grande qualité, c'est sa gentillesse. Elle a le cœur sur la main. Franchement, c'est une patte. C'est une patte. Et puis. Quoi de mieux? Et puis tu vois, c'est une meuf qui triche pas elle aussi. On se ressemble tellement, on s'aide tellement, on a le même lifestyle. On est, elle et moi, dirigés vers un objectif commun qui est de réussir dans notre sport. Le temps que ça nous prendra, ok, mais on va réussir dans notre sport. Et puis sa gentillesse, tu vois, c'est une fille
c'est une fille en or. Mais je dis vraiment pas ça, tu vois, même si vous le coupez ou quoi que ce soit. Ah non, c'est bah attends. une fille en or. C'est une fille en or. Elle a le cœur sur la main et comme t'en as pas beaucoup qui ont le cœur sur la main comme elle. Eh ben moi, je vous souhaite plein de bonheur. Je te souhaite plein de bonheur également. Merci beaucoup. On va faire un truc. Tu reviens en 2026 dans l'émission parce que moi, j'ai encore plein de trucs à aborder avec toi. Eh ben, Franchement, écoute, j'aurais pu avec parler plaisir. des heures et des heures. Ouais, moi aussi, c'était cool. Je me suis régalé. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Sébastien. Je vais remercier toute l'équipe. En régie, Julien Perronnet à l'édition, Clément Ritter au son, François Caudal à la réalisation, Enzo Morello au cadre, Sandrine David au maquillage. Et ouais, il y a du monde et il réalise un superbe travail chaque semaine. On se retrouve en 2026, nous. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes et à très bientôt pour un nouveau On s'enflamme. Salut tout le monde.